Bonsoir, bienvenue pour ce débrief, bienvenue dans Talkback GP. On va bien évidemment parler du Grand Prix d'Australie et de cette première victoire de Raúl Fernández. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit clin d'œil à notre partenaire et on se retrouve juste après. Voilà, bonsoir, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Talkback GP consacré au Grand Prix d'Australie. On va donc débriefer ce week-end à l'autre bout de la Terre et pour ce faire, eh bien, je vais m'appuyer encore une fois sur l'équipe qui gagne, à savoir Michel Turcot qui est à Melbourne, si je dis pas de bêtises. Bonsoir Michel. Salut Eric. Ouais, écoute, je suis pas très loin de Melbourne, mais dans les parages. Dans les parages, bon, très bien. Et puis Thomas Morcellino qui, lui, a la tête à l'endroit, on va dire, parce qu'il n'est pas très loin de Paris. Je suis un peu plus loin de Melbourne, effectivement. Salut. Bon, bonsoir messieurs. Évidemment, on va revenir sur ce Grand Prix d'Australie et on va commencer évidemment par le jour de gloire pour Raúl Fernández. Michel, j'ai vu que tu t'étais mis aux couleurs de Trackhouse. Raúl Fernández, un garçon qu'on avait senti brillant lorsqu'il est arrivé du Moto2, puis ses deux premières saisons n'ont pas forcément été celles qu'on espérait pour lui, et finalement aujourd'hui, alors qu'il a été peut-être même un moment menacé sur son guidon pour la saison prochaine, finalement il se révèle depuis 3-4 Grands Prix, il a franchi un cap. Michel, comment ça a été perçu à Melbourne cette victoire? J'imagine beaucoup de joie pour lui. Ouais, bah, pas que pour lui, hein, pour l'équipe aussi, Trackhouse, parce que c'est quand même la première victoire de l'équipe satellite Aprilia. Donc il y avait beaucoup de joie du côté des hommes de Davide Brivio et aussi d'Aprilia. Voilà, parce que cette victoire, c'est celle de Fernandez, de l'équipe Trackhouse, et aussi de Fabiano Sterlachini, parce qu'on a quand même une RSGP là, qui est en nette progression depuis quelques semaines, là, enfin depuis le début de l'année, mais là c'est vrai que on sent que la moto a passé un cap et les pilotes avec. Ouais, on sent qu'elle est beaucoup plus homogène sur tous les circuits. Ouais, comme tu disais, jour de joie aussi pour Aprilia, parce que Thomas, c'est, si j'ai bien noté, c'est la 300e victoire en Grand Prix d'Aprilia. Alors évidemment, ça comprend 125, 2,5 et donc MotoGP, hein, on est d'accord. Ouais, c'est la 300e, bien évidemment, c'est ça. C'est la 6e en MotoGP seulement. Donc c'est vrai qu'ils ont surtout performé dans les petites catégories, ça on le sait, surtout à l'époque de temps. Mais ouais, c'est bien la 300e. Ouais. Alors au niveau de Fernandez, Michel, il y avait ce côté. Alors certains ont commencé à faire à la fine bouche en disant qu'il a profité des circonstances, mais si on regarde depuis le début du week-end, il avait et puis même sur les courses précédentes, comme tu l'as dit, depuis 3-4 Grands Prix, il profite aussi de l'amélioration de cette Aprilia. Et alors on reviendra évidemment sur le double long lap de Bezzecchi, mais sincèrement, après Bezzecchi, c'était lui le plus fort ce week-end, clairement, Michel. Oui, clairement, et il progresse. Ça fait 2-3 courses qu'il est mieux. En Indonésie, il fait son premier podium en sprint. Là, il fait une deuxième place en sprint et puis la victoire dimanche. Donc, il y a aussi des choses qui ont changé autour de lui dans ses méthodes de travail depuis 2-3 courses. Il y a Sterlachini, Rivola et Brivio qui l'ont un peu pris en main pour l'aider à changer un peu sa façon de voir les choses, de travailler. On sait que c'est un garçon qui a du talent, mais qui a un peu tendance à s'enfermer avec les siens, on va dire. C'est un pilote qui est très proche de son père, sa mère, qui sont toujours auprès de lui, de son frère, Adrien, qui court en Moto 3. Donc, il y a une espèce de clan Fernandez qui n'est pas toujours à l'écoute du monde qui l'entoure. Donc, là, je crois qu'il y a un peu la direction d'Aprilia qui a un peu mis les pieds dans le plat. Et visiblement, ça porte ses fruits si on en croit les résultats qu'on a vus ces 2 dernières courses.
Ouais, c'est une remise en ligne, on va dire, à bon escient. Thomas, côté technique, toi qui te focalises beaucoup sur ce côté technique, cette Aprilia, finalement, elle fait pas de bruit, mais elle progresse. Est-ce que par rapport au Grand Prix où tu t'es déplacé récemment, hein, tu étais sur la première partie de la tournée Outre-mer. Est-ce qu'il y a eu énormément de choses qui ont évolué ou est-ce que simplement c'est une bonification avec, comme le disait Michel, les informations qui remontent, Sterlachini qui est derrière tout ça. Qu'est-ce qui explique pas tout d'un coup, mais en tout cas que cette Aprilia, on la voit maintenant, elle monte en puissance et clairement, elle est quasiment dans le sillage de la Ducati. Techniquement, sur les dernières courses, il n'y a rien qui est apparu de flagrant, en tout cas d'extérieur. Peut-être qu'il y a eu des ajustements électroniques, tout ça, mais comme tu dis, c'est bien juste c'est de la bonification. La grosse force, enfin, le gros step qu'a fait notamment Bezzecchi, c'est surtout en qualif, sur un tour qualif. En début de saison, malgré tout, il était rapide sur les courses. Il remontait, il faisait de très belles remontées. Je me souviens d'une remontée où il était parti très loin, il avait terminé proche du podium, je crois. Mais maintenant, en qualification, il est surtout là, il fait des pôles et il est en première ligne régulièrement. Et c'est ça qui a changé la donne. Et pareil pour Raúl Fernandez, qui se rapproche progressivement des avant-postes en qualification et qui, du coup, forcément, ça conditionne, on le sait, une course en MotoGP, ça c'est sûr. Donc, pour moi, c'est qu'elle est maintenant plus complète. Cette Aprilia, elle fonctionne en course comme sur un tour rapide. Ouais, puis les départs de Fernandez sont à l'inverse, enfin pas à l'inverse, mais en tout cas si on le met en parallèle de Bezzecchi, et sont plus performants, on va dire ça comme ça, parce que si je dis pas de bêtises, tu me reprendras, Michel, mais pour la sprint, je crois qu'il était même en tête. Hein, c'est Marquez qui est parti devant, mais après c'est Fernandez qui a pris les commandes, non, Michel, si je dis pas de bêtises. Là, tu me prends de court, j'ai plus ça en tête. En tout cas, il était aux avant-postes dès le début, que ce soit en sprint ou pour le Grand Prix. Clairement, il est plutôt performant là-dessus. Ouais. Bezzecchi est quand même très bien parti dimanche. Hein. C'est ce qu'il a aussi aidé à parfaitement gérer sa pénalité. Non, mais c'est clair. Et si je peux dire un mot sur l'Aprilia, parce que j'ai pas mal discuté avec Sterlachini justement sur l'évolution de la moto. Parce que la philosophie, pour moi, quand je parlais de cet ingénieur, c'est aussi sa philosophie qui est mise en avant aujourd'hui. On se rappelle qu'avant qu'il soit écarté de chez KTM, c'est lui qui avait quand même fait énormément progresser la moto, qui depuis ne progresse plus d'ailleurs au passage. Bref, donc je pense que c'est une excellente recrue pour Aprilia, il a largement pris le dessus de ce qu'avait pu faire Albesiano jusqu'à présent, enfin, à mon sens. Et en tout cas, c'est quelqu'un qui a une vue d'ensemble de la moto. Il cherche. Ce qu'il dit, c'est on essaie d'améliorer tout en même temps. C'est-à-dire, on ne va pas améliorer un point pour en dégrader un autre, parce que c'est le meilleur moyen de se perdre. Et c'est d'ailleurs peut-être ce qui est en train de se passer un petit peu chez Ducati, avec une moto qui a un peu, visiblement, perdu un peu son équilibre, l'équilibre qu'elle avait, qui faisait sa force. Donc on a ils ont travaillé sur l'aéro, sur le châssis, il y a un nouvel échappement aussi. Alors apparemment il y a encore un petit peu de problème de gestion du frein moteur sur cette Aprilia. C'est pour ça qu'on a vu quelques chutes à des entrées de virage, la moto qui a tendance un peu à accélérer des fois à contre-temps. Mais voilà, globalement c'est une moto qui est extrêmement performante dans tout ce qui est circuit rapide. Virage enchaînement rapide, qui est un peu plus en difficulté encore sur les circuits un peu stop and go. Mais voilà, c'est une moto qui progresse un peu de partout tout le temps et qui fait que c'est une machine qui est devenue très homogène et qui marche, comme l'a dit Thomas, sur un tour rapide, en course, et dans des conditions un peu différentes aussi. Donc c'est Ouais, et puis avec des pilotes différents aussi. Juste pour la précision, hein, les deux machines sont globalement les mêmes. Trackhouse a les mêmes machines que le team officiel. Hein. On est bien d'accord là-dessus. Totalement. Aujourd'hui, oui, il y a eu après les évolutions, elles arrivent plutôt une ou deux courses après, un peu comme ça se fait généralement entre une équipe officielle et une équipe indépendante, voilà, en fonction de ce qui est proposé. Mais là aujourd'hui, en tout cas hier en Australie, Fernandez avait la même moto que des équipes. D'accord. D'autant que l'absence de Martin fait que évidemment on a besoin on mise sur Fernandez
pour Tu veux aider, dire pour qu'il aider a mes équipes, quoi. peut-être un peu plus même maintenant, pas d'attention, mais de support, etc. autour d'Aprilia. On est peut-être un peu plus attentif à ses retours du fait de l'absence de Martin, justement. Enfin, de ses retours, en tout cas, de l'attention qui peut être portée. C'est évident. C'est évident que voilà, l'encadrement Aprilia essaie d'aider au maximum aujourd'hui Raúl Fernandez. En plus, il y a Brivio et Rivola, son copain, donc ils sont voilà, ils travaillent ensemble. Donc il y a vraiment une osmose entre les deux équipes. Ok. Bah, on va parler de l'autre pilote Aprilia du week-end, hein, parce que évidemment, sans ces deux longues laps de pénalité, je pense qu'il aurait fait coup double après sa course sprint sur laquelle il a été quand même assez phénoménal. Entre guillemets, la seule surprise pour Bezzecchi, c'est de s'être fait souffler la pole position, mais ça on y reviendra quand on va parler de Fabio. Sinon, pour le reste, c'est tout bénef pour lui ce week-end, Michel, avec désormais la 3e place du championnat, et on voit pas comment il pourrait la lâcher maintenant. Ouais, il a le vent dans le dos, on va dire. Contrairement à Bagnaia qui l'a plutôt de face. Ouais, il progresse depuis. Enfin voilà, lui, il a endossé vraiment le costume du patron chez Aprilia en l'absence de Martin. Il y a aussi une vraie complicité avec Sterlachini, Sterlachini a apprécié tout de suite sa façon de travailler, sa façon il dit que c'est un pilote qui est très à l'écoute et qui est en demande de conseils permanents. Et ça, c'est un peu comment dirais-je, la philosophie vers 46 aussi, quoi. C'est des pilotes qui sont très entourés à tous les niveaux, quoi. Enfin, que ce soit physique, diététique. Ils ont beaucoup de monde autour d'eux pour les faire progresser. Donc, ce sont des pilotes qui sont habitués à écouter et à recevoir des conseils et à en profiter, quoi. Et d'ailleurs, c'est aussi ça, ce système-là qu'Aprilia essaie aujourd'hui d'inculquer à Raúl Fernandez. Et voilà, ça semble fonctionner là. Alors Thomas, moi je voudrais revenir sur un truc. On sait qu'il avait donc ces deux longues laps de pénalité. Je sais pas comment on peut dire, ces 2 tours de pénalité. Bref, normalement dans le règlement, Thomas, lorsque ça c'est signifié, t'as 5 tours pour les faire. Donc, a priori, il y a eu une petite polémique sur le fait qu'il aurait fait le 2e tour un peu trop tard. Est-ce qu'il était dans les clous, sachant que quand on le prévient, c'est la fin du 1er tour. Donc, on considère qu'il a du 2e au 7e tour pour le faire. Et c'est comme ça que ça rentre dans la fenêtre. T'es sûr que c'est 5 tours? Pour moi, c'est 3 tours pour faire le long lap. Mais quand il y en a 2, je sais pas si t'as 7 tours pour les faire. Mais là, tu me poses une colle, encore une fois, tu me prends de court, je sais pas du tout là pour le coup ce qui s'est passé, s'il était dans les clous ou pas, mais oui, je pense qu'il est dans les clous. Dans tous les cas, on est obligé de signifier le long lap une fois que le départ s'est bien passé, qu'il n'y a pas de chute, que voilà, le long lap aurait pu apparaître plus tard. Ça dépend des circonstances du départ. C'est ça, on le signifie pas instantanément le long lap à chacun des pilotes. On attend que tout soit passé correctement. Et ensuite, après. Alors, pour moi, c'était 3 tours. Donc, si c'est 5 tours. 3 tours, c'est pour 1 et non, mais 5 c'est pour tours, 2. Voilà, c'est donc 5 pour 2. 5 tours pour 2. Bah, écoute, donc il aurait mordu, c'est ça? Non, c'est pas ça. C'est qu'a priori, déjà, on va revenir sur sa tactique, mais qui a été parfaite, hein, Michel, puisqu'il a attaqué tout de suite et il a creusé un écart. Donc, il a fait un premier tour. Il a fait 3 tours sans passer par le long lap. Ensuite, il a fait son premier long lap et on pensait qu'il allait enchaîner le 2e parce qu'il était globalement dans le 6e tour. Et en fin de compte, le 6e tour, il le fait normalement et il fait son 2e long lap dans le 7e tour. Donc, est-ce que, en fait, c'était ça l'idée? C'était comme il y avait 5 tours pour les faire, est-ce que c'était 5 tours en considérant le premier tour ou il y a eu une petite début de polémique par rapport à ça, mais écoute, bon, je sais pas. Là, pour le coup, visiblement au niveau de la direction de course, ça a a été validé, donc c'est que c'était bon, Michel. Absolument. Oui, voilà, exactement. Je pense que si ça n'avait pas été validé, il aurait dû en faire un autre. Donc, Non, écoute, c'est comme ça que ça fonctionne. Enfin, on attend toujours 1 ou 2 tours, en tout cas, pour après le départ, s'il n'y a pas de circonstances ça c'est important ce que tu dis, c'est pas forcément dès le 2e tour le long lap. Non, on le met le plus rapidement possible. Mais voilà. si typiquement d'aventure il s'est passé un truc comme en Indonésie où dans le premier tour tu as des pilotes qui sont encore à terre et tout ça, potentiellement c'est pas là qu'on va le mettre, quoi. On attend effectivement que tout se passe comme il faut, quoi.
Bon, après, Michel, c'est ce que je disais. Bezzecchi, il a construit sa course. Moi, sincèrement, pour être très franc, après la course sprint sur laquelle il avait fait une démonstration, moi, je le voyais même gagner le Grand Prix. C'était une idée qui faisait son chemin dans le paddock où même Bezzecchi, lui, était plutôt en se disant si j'arrive à faire podium, ça sera déjà bien. DJ le disait, le voyait pour la victoire, en tout cas. Ouais, non, après, c'était lui, il pensait qu'un podium, ça serait déjà pas mal. Parce que, bon, le problème, enfin, comme tu l'as dit, il a parfaitement géré son affaire, puisqu'il a fait 4 tours en tête. Et donc, il avait pris suffisamment d'avance pour ne perdre que 2 places quand il est revenu. Ah, je vous entends plus. Ouais, moi, je t'entends. Non, j'entends bon, je sais pas, il y a un truc. Il y a peut-être un petit bruit. Moi aussi, j'ai entendu un bruit sourd, mais t'inquiète, on t'entend parfaitement. Ok. Non, désolé. Non, vas-y. Ouais, donc, ouais, comme tu disais, Eric, il a parfaitement géré. Sa tactique était excellente, quoi, puisque il a pris suffisamment d'avance pour quand il a effectué son long lap au 3e tour, il a perdu que 2 places. Non, attends, en plus, il fait ça, il fait son premier long lap au 4e tour. Au 4e tour. Ouais. Il fait 3 tours en tête. Au 5e tour. Au 5e tour, il fait 4 tours en tête. Il fait 4 tours en tête. Au 5e tour, donc il fait son long lap et il ressort derrière Fernandez et Acosta. Oui, il ressort 3. Voilà, et ensuite il fait le suivant au 7e tour, et là au 7e tour, par contre, il se retrouve en plus de Fernandez Acosta, il se retrouve derrière Fabio, derrière Alex Marquez et Di Giannantonio. Donc là, forcément, c'est plus compliqué de récupérer des positions dans le trafic, et en plus, on a un circuit qui est quand même hyper dégradant pour les pneus, qui fait que voilà, à la fin de course, il n'a pas pu garder le rythme qu'il aurait pu avoir s'il était parti devant, quoi. Après, c'était une petite, je dirais, c'est pas une mauvaise remise en route, c'est qu'il a aussi géré un peu son facteur pneumatique, comme tu le disais, un peu avec le circuit dégradant. S'il voulait rester performant, fallait qu'il l'économise, parce que j'imagine qu'en début de course, il a dû taper un peu dans son capital pneumatique. Ouais, exactement. Ça l'a pas empêché toutefois d'aller chercher Alex Marquez. Oui, non, mais c'est ça, oui. Effectivement, c'est qu'il a posé un petit peu les bases de sa course pendant une dizaine de tours, et lorsqu'il en restait plus qu'une dizaine, c'est là où il a réaccéléré peut-être, ou en tout cas peut-être pas réaccéléré, où les autres ont un peu baissé, Thomas. Oui, c'est pour ça qu'il a été chercher Alex, ça c'est sûr. C'est sûr qu'il a géré peut-être plus minutieusement les derniers tours pour peut-être avoir un petit coup de plus derrière, mais je pense qu'il a fait une très belle course, Bezzecchi. Tu voulais dire quelque chose, Michel, non? Non, bah oui, effectivement, il fait une très belle course. Après, j'ai essayé de regarder le lap chart pour voir les chronos. À la fin, il fait des bons chronos jusqu'au bout. Ça finit avec des gros 28, quoi, mais... Ouais, par contre, il a perdu pas mal de temps il a passé 3-4 tours derrière Acosta, et c'est peut-être ça qui fait qu'il est allé chercher Alex Marquez, mais pas Di Giannantonio. Mais enfin bon, après les écarts étaient vraiment importants, et quand on voit où il est remonté, c'est quand même assez impressionnant. Maintenant, j'allais dire, qu'est-ce qu'on peut attendre de Bezzecchi, parce que j'ai regardé, il a 8 points d'avance sur Bagnaia, il est à plus de 90 points maintenant d'Alex Marquez. Cette 3e place, faut qu'il la sécurise. Il faut pas qu'il se trompe d'objectif, Thomas. Marquez, il sera en atteinte, je pense. C'est même pas, je pense. Là, il est déjà, si tu veux, il a déjà le nombre de points suffisant pour que s'il termine le Grand Prix de Malaisie, il est vice-champion. Donc, ah oui, d'accord. En gros, il faut juste qu'il en concède pas une vingtaine, et on est bon. Il faut qu'il ait 74 points d'avance à la sortie du Grand Prix de Malaisie pour que ce soit bon. Donc là, si tu veux, Marquez est quand même en position de force. Et donc là, cette 3e place du championnat du monde, vu les circonstances de Bagnaia, je pense qu'on va y revenir. Forcément, en tout cas, il n'a pas, si tu veux, il n'a pas forcément besoin de forcer, en tout cas, parce que sur les 4 derniers Grands Prix, Bagnaia n'a marqué des points qu'au Japon. Sur les autres Grands Prix, il en a marqué 0. Ouais, c'est 4 résultats blancs d'affilée pour Bagnaia. On va y revenir dans quelques... Pas d'affilée, puisque faut compter le Japon quand même, mais il arrive quand même à dominer tout. L'Indonésie, enfin 4 résultats blancs, sprint et courses. Oui, pardon, excuse-moi. 4 courses à 0 non, mais points. Moi, j'inclus aussi Misano, où il a fait 0 pointé. Donc, oui.
là, en tout cas, il est, comme dit Michel, il a le vent dans le dos, donc je vois pas, en tout cas, qu'est-ce qui pourrait l'empêcher de sécuriser cette 3e position au championnat. Alors justement, on parlait un petit peu de Ducati, on va y revenir parce que on va d'abord parler de Di Giannantonio, qui a été le meilleur pilote Ducati de tout le week-end, Michel, avec cette stat aussi incroyable, et Thomas, tu nous en rediras un petit peu plus. C'est depuis je sais plus combien de courses, un peu plus de 90 courses, 98, qu'il n'y avait pas de Ducati sur la première ligne, et en course sprint, c'est pareil, il y a eu un record de battu là aussi, avec aucune Ducati présente à l'arrivée de la course sprint. On commence par Thomas, Michel, et puis comme ça, on revient vers toi. Europe 2020, c'était la dernière fois qu'il n'y avait pas eu de Ducati en première ligne. Voilà. Et ensuite, si tu peux même encore faire pire, c'est la première fois depuis Japon 2019 qu'il n'y a pas une Ducati parmi les 5 premières sur la grille. Donc ça fait quand même un sacré moment. Et surtout de toute l'histoire du sprint. Donc il y a eu, on était au 58e sprint, je crois, ce week-end. Donc c'est la première fois qu'il n'y a pas de Ducati sur le podium. Voilà. Donc ça aussi, c'est à souligner. Quand tu sais que l'année dernière, à ce moment-là, quasiment de l'année, elle faisait top 6. Elle faisait un top 6. Elle faisait une hégémonie même. C'était un sextuplé. Donc Michel, je disais Di Giannantonio, meilleur Ducati et meilleur Ducati 2025, sans reprendre les polémiques actuelles. Il a été, par contre, il a été un peu agressif en disant que sur sa qualif, il espérait mieux, mais qu'en gros, ils ont rencontré un problème. Alors, il n'a pas trop voulu s'étendre. Apparemment, un problème de pneus pour sa qualif, ça me paraît surprenant parce qu'il fait 10e en qualif, c'est ça ? Ouais, exact. Et on... en fait, il disait qu'en fait, l'utilisation... Michel, tu peux juste peut-être rappeler l'allocation pneumatique de ce week-end, qui était... un peu plus tendre. Ouais. Donc, un cran en dessous, un cran en dessous. Et donc, apparemment, il y a quelques pilotes qui ont galéré, notamment pour trouver le bon équilibre sur la moto. Et Di Giannantonio, en tout cas, sur les qualifs, c'est comme ça que j'essaie de le comprendre, c'est qu'il aurait... perdu cet équilibre, ce qui fait qu'il s'est retrouvé plusieurs fois avec perte de l'avant et l'arrière qui pousse l'avant, enfin des choses qui faisaient que c'était pas si terrible que ça. Donc il y a beaucoup de pilotes qui ont manqué de tomber, notamment il y a aussi Jack Miller aussi qui pareil en suivant Fabio a plusieurs fois failli croiser les skis, et voilà. Donc c'est pas un problème de pneus à proprement parler, c'est juste que ça a changé plus ou moins l'équilibre de la moto, notamment en sortie du Grand Prix d'Indonésie, avec des pneus totalement différents aussi. Michel n'a rien à ajouter. Non, mais après, on va rappeler qu'on était à Phillip Island, il y avait du vent qui faisait frais, donc c'est des conditions qui sont difficiles. La prise de risque, elle est permanente. Il faut quand même avoir grosse confiance sur la moto pour attaquer, ce qui n'a pas aidé évidemment Bagnaia. Donc voilà, c'est des conditions, c'est vraiment un circuit particulier. Donc pour aller sortir un chrono, il faut pas avoir peur de se faire secouer, quoi. Ouais, de se faire violence. Ouais. Bon, après, en course, surtout le dimanche, tel qu'on le connaît, un gros finisseur. Et finalement, c'est ce qu'il disait, il regrettait presque, enfin, c'est pas presque, il regrettait finalement sa position sur la grille, parce que s'il avait pu s'élancer un peu plus loin, enfin un peu plus haut, pardon, il aurait peut-être pu jouer avec Raúl Fernandez pour la victoire, Michel. Oui, c'est sûr. De toute façon, c'est ce que disait Thomas. Aujourd'hui, si tu n'es pas sur les 2 premières lignes d'une grille de départ, aller jouer la victoire, c'est compliqué. Et si Raúl Fernandez performe depuis 2 courses, c'est aussi parce qu'il a amélioré ses qualifications, son travail du vendredi. C'est aujourd'hui un pilote qui a des problèmes le vendredi, c'est fini pour lui. Enfin, c'est fini pour lui. À moins d'un miracle, il ne peut plus jouer la victoire, éventuellement le podium, s'il arrive à se métamorphoser sa moto entre le samedi et le dimanche. Mais globalement, si tu commences à être en galère le vendredi, c'est compliqué. La suite du week-end elle est très compliquée. Un week-end qui a été compliqué encore une fois pour Pecco, puisque tu me passes le relais pour la transition, Michel. Alors là, on a eu du mal à comprendre ce qui se passait pour Pecco, parce que le vendredi, il disait qu'il avait une moto qui fonctionnait, une autre qui fonctionnait pas. Et puis dimanche, il tombe et il dit que finalement, il préfère tomber plutôt que de finir dernier, parce que même s'il n'était pas en confiance, il avait retrouvé un semblant de comportement de la moto qu'il avait au Japon.
C'est comme ça qu'il s'est expliqué, c'est ça, Michel, non? Non, c'est pas tout à fait ça. Il avait une moto qui ressemblait, alors une moto avec laquelle rien n'allait, et une moto avec laquelle il était pas trop mal, c'est-à-dire un peu comme avant le Japon. Parce que le Japon, c'était voilà, C'était le tout top. était parfait. Voilà, tout était parfait. Donc une moto pas trop mal, une moto pas terrible, et puis surtout voilà, comme j'ai dit, circuit où on se fait brasser fort par le à la fois. En plus, il y a beaucoup de bosses qui sont apparus apparemment depuis l'an dernier sur le tracé dans les virages 1 et 3. Donc des virages rapides où voilà, il faut y aller, hein. Il faut y aller. Donc c'est sûr qu'un pilote qui est en plein doute, qui est en manque de confiance, aller vite à Philippe Island, c'est pas terrible. Après, il a fait des chronos en course qui étaient plutôt honorables, qui étaient pas pires que, enfin voilà, qui étaient un peu dans le rythme du groupe avec lequel derrière lequel il roulait. Donc voilà. Après, Michel, juste sur les réseaux sociaux, alors je sais plus si c'est, je crois que c'est la TNT ou peut-être la Sky qui a publié des images de lui sur la ligne droite. Ah, c'est juste impressionnant. Les vibrations, enfin en tout cas les guidonnages qu'il a, quoi. Si tu veux, tu peux comprendre qu'à Phillip Island, il y a effectivement cette notion de vent latéral qui peut poser problème. Mais là, tu voyais la moto, c'est inexplicable. En fait, l'équilibre qu'il a sur la moto, c'est inconduisible, en fait. Et c'est un peu ce qu'on voyait en caméra embarquée, tu te souviens, en Autriche, tu vois. Où, en fait, à chaque ça brasse tout le temps, ça fait... Franchement, c'est impressionnant. Je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe là. Et pourtant, le jeudi, tu vois, à son débrief, il disait j'ai demandé à Ducati de reconstruire la moto from scratch plusieurs fois. Ils l'ont fait 4 fois, apparemment. C'est ce qu'il a dit, 4 fois depuis le début de l'année. De refaire une moto du début, quoi, avec toute. Enfin, voilà. Et apparemment, c'est plus profond que de simples réglages électroniques et d'un setup ou d'une géométrie de la moto, quoi. Apparemment, c'est plus profond. En tout cas, à travers ses propos, encore une fois. Profond, après, les motos, il en a essayé 12, là, donc... oui, écoute, après, je rapporte juste ce qu'il dit. Alors, il a... Enfin, je sais pas, à ce moment-là, il faut aller voir un magnétiseur, quoi. Ouais, parce que après, c'est ce qu'on disait, vous l'aviez expliqué sur les précédents débriefs. Ok, il y avait Marc Marquez qui pouvait lui manger la tête. Comme tu l'as expliqué, Michel, après, il s'est penché sur les datas de Marc Marquez en essayant de faire pareil, il n'y arrivait pas, etc. Là, on pouvait se dire qu'en Australie, tout était conçu pour lui, parce que bon, c'est pas Michele Pirro qui allait lui faire de l'ombre, et au final, c'est pas beaucoup mieux. En fait, il ressort, pour moi, il ressort de l'Australie, il y a aucun doute qui est levé pour moi dans son esprit, non, Michel? Moi, je vois pas ce s'il a trouvé une solution. Non, là, de toute façon, il est dans une période de crise, depuis des semaines. Il va pas y avoir un miracle parce qu'on est en Australie ou ailleurs. Hein, Et surtout, je regarde juste le résultat du sprint, parce que si tu regardes, je pense que par respect, je pense que même Pirro a dû, entre guillemets, lever le pied pour pas le doubler non plus, quoi. Parce que je pense que Pirro était plus rapide pendant... Bah non, mais il termine tous les 2 derniers. Enfin, je veux dire, les 2 Ducati officiels, le team champion du monde, termine dernier. C'est quand même... Après, DJ lui a mis quand même un petit tacle en disant que si à Philippe Island, t'as peur que ma moto elle bouge, tu peux pas rouler, quoi. Ah oui, bah là c'est sûr. Ouais. Bon, en tout cas, là, je retrouverai, je vous partagerai les images. Non, mais après, c'est quelle attitude il a, lui, sur la moto. Bien sûr. Ouais, tout à fait. Tu vois, je sais pas, hein, je veux pas dire que... Je pense que c'est complexe, quoi. C'est Absolument. complexe. Ouais, parce que pour revenir sur ce que dit aussi Thomas, on a vu des images en caméra embarquée où il se prend la tête sur la moto, tu sens il pilote contre nature, même par moment, tu as l'impression qu'il lâche l'affaire complètement. Et pour revenir aussi à DJ Antonio, je crois qu'aussi il lui a remis un tac, parce que j'ai lu comme quoi il avait dit je sais pas si je conduis une GP23, une GP24, une GP25 ou une GP26, mais en tout cas, moi je dispose de ce que Ducati me donne de mieux. Donc globalement, il fait un peu, là aussi, il tacle un peu Pecco, non?
c'est Ouais, et un puis de peu. toute façon, il rappelle ce qu'on a dit et ce que Michel aussi a dit la semaine dernière, au Grand Prix précédent, Oui, c'est il y a que 15 jours. Hein. ouais, c'est que les motos, c'est les seuls. Enfin, là, il y a que Ducati qui versionne ses motos, on va dire explicitement. Mais comme dit Ligia, il sait pas sur quelle moto il roule. C'est pas, il y a pas de je roule avec une GP25 ou une GP24. C'est, on lui donne les pièces, il fait des réglages, il fait des commentaires, on lui règle sa moto. Il va pas dire ah je suis avec une GP25.2, une GP25.3. Mm. C'est, en tout cas, c'est comme ça qu'il le voit. Je pense que la philosophie de Gian Antonio est peut-être celle que devrait peut-être adopter plus Bagnaia et de pas penser qu'il n'a pas la bonne moto en ce moment, quoi. Mm. Ça reste le mystère de la renaissance du Japon et la retombée dans l'anonymat du jour au lendemain, quoi. Ça, c'est quelque chose que j'ai du mal à m'expliquer. Donc après, je sais pas comment c'est perçu dans le paddock, Michel, mais bon, c'est quand même un truc extraordinaire. Tu peux pas être du jour au lendemain ressuscité et du jour au lendemain redisparaître comme ça, quoi. C'est juste surréaliste, quoi. Je voudrais juste, avant qu'on referme le chapitre Ducati, un petit mot sur Alex Marquez. Michel, comment tu l'as senti ce week-end? J'ai l'impression qu'il il a un petit coup de moins bien là en ce moment, non? C'est comme ça que tu le perçois ou pas? Bah, c'est un peu plus difficile, quoi. Après, je pense qu'il était performant. Il y a eu cette chute dans le virage numéro 1, donc là, c'est pareil, ça calme un peu, quoi. Puis voilà, pas très bien pas très bien en qualif, du retard un peu pris le vendredi. Voilà, aujourd'hui, le MotoGP, c'est compliqué, on l'a dit. Le niveau est tellement serré qu'il suffit qu'un petit grain de sable pour que bah, ça perturbe un peu la machine. Donc, on voit des pilotes qui montent, d'autres qui descendent. C'est aussi compliqué. La saison, elle est longue. Là, il y a des pilotes qui sont fatigués, qui sont là. Ouais. Là. On est à 19 Grands Prix. Il y a eu un temps où on avait des Grands Prix, enfin des saisons qui en faisaient 15 ou 14. Et en plus, on a, non seulement il y a 22 dates, mais en plus, 22, ça fait 44 courses, quoi. Là, les week-ends, on est passé de l'Indonésie, il faisait 40 degrés, tu arrives à Phillip Island, il fait 10 degrés, il y a de la pluie, il n'y a pas de la pluie, il y a du vent. C'est quand même, tout ça, c'est pro, hein. Donc c'est vrai que dès qu'il y a un truc qui se passe mal, c'est pas facile. Voilà, je pense qu'Alex, il sait aussi qu'aujourd'hui il a sécurisé sa deuxième place. C'est ce que il y a plein de choses qui font que c'est compliqué de rester à fond tout le temps sur une saison, des saisons aussi longues et de ne pas avoir des petits coups des petits coups de moins bien. Hein. Ouais, c'est ce que j'allais poser comme question parce que c'est toi qui l'avais soulevé tout à l'heure, Thomas, par rapport au résultat de la Malaisie, hein, pour Alex, qui peut être vice-champion dès la Malaisie, donc le week-end prochain. Est-ce que justement, il était peut-être pas aussi dans une forme de gestion, c'est-à-dire que ça rejoint ce que tu disais, Michel, avec un petit peu peut-être de lassitude au moment où on enchaîne peut-être trop et où ça va pas spécialement comme on le veut, se dire que finalement, on va attendre le week-end prochain et un petit peu gérer tout ça, Thomas. Oui, je pense qu'il est un peu dans cette optique-là, mais après, voilà, il a fait ce qu'il pouvait aussi. Je veux dire, ça fait quand même ça fait au moins 2 courses maintenant que les Ducati sont pas non plus exceptionnelles. C'est pas, alors on va pas, je vais pas du coup mettre à mal le projet sur 2 courses, bien évidemment. Oui, non, mais bien sûr. Tu vois, c'est un peu plus compliqué. Et en fait, on voit aussi que cette moto, je sais pas si on avait prévu d'en parler, je crois qu'on en a parlé avant l'émission, mais du fait que peut-être qu'elle est un peu déséquilibrée, cette moto, et que le Marquez, avec cette capacité qu'il a de rouler, comme on dit souvent, sur des tréteaux, fait qu'il masque aussi quelques-uns des problèmes que d'autres n'arrivent pas à corriger. Et voilà, donc aujourd'hui, à ce jeu-là, c'est Marquez qui est plus fort, Giggia qui se place peut-être maintenant un peu plus devant Pecco, et Pecco qui galère un peu plus sur cette GP25. Voilà, comme disait encore il y a en Indonésie Alex Marquez, lui on lui donne la moto, la GP24, il n'y a rien à faire sur cette moto. L'année prochaine, la mission qu'il aura en étant sur une GP26 entre guillemets, c'est qu'il aura ce travail-là que sont en train de faire Gian Antonio et son frère, quoi, et Pecco. Ok. Tiens, on va continuer sur les machines un petit peu moins équilibrées en ce moment. On va parler des KTM, messieurs. Alors, moi, ça me surprend toujours.
Paul Espargaro, appelé de dernière minute, tu viens, tu vas remplacer Maverick Viñales, et Paul Espargaro, il est le plus performant la première journée du vendredi, il est devant les pilotes officiels, et puis sur ce week-end, il termine encore 2 fois dans le top 10. Michel, il va finir par être réembauché, non? Il est embauché. Oui, enfin à temps plein comme pilote, je veux dire. Non, mais écoute, il n'en a pas envie en tout cas. C'est ce qu'il dit. Hein. Il a zéro frustration. Il est content d'avoir le rôle qu'il a. Il se fait plaisir. Il est surtout revenu physiquement en forme. Après, on se rappelle, c'est en 2023 son accident au Portugal. Oui. Et depuis, je veux dire, cet accident, il s'est massacré la mâchoire. Je sais plus combien d'os il s'était cassé. Enfin bref, là c'est aujourd'hui à peine. Il dit, physiquement, il a plus de problème. Il est bien sur la moto et voilà. Et effectivement, par contre chapeau, c'est extraordinaire ce qu'il fait. Ça c'est sûr. Mais après voilà, c'est une moto qu'il connaît, qui est avec laquelle il travaille, qui fait des essais, donc ça va certainement l'aider. Mais ouais, respect. C'est peut-être justement ce que vous disiez tous les deux par rapport à la longueur de la saison. C'est peut-être aussi cet aspect de fraîcheur, parce que pour lui, quelque part, à chaque fois qu'il revient sur un circuit pour remplacer, entre guillemets, c'est peut-être la cerise sur le gâteau pour lui. Donc c'est peut-être cet état d'esprit qui est différent des autres qui subissent maintenant la saison avec les obligations de résultats que Paul n'a pas de son côté, en fait. Ouais, c'est sûr que ça joue. Ça joue. Et sinon, le staff aussi, faut pas oublier que derrière, tu as aussi tous les mécanos qui montent les box, qui les rangent, qui réparent les motos. Et je pense que ça joue aussi sur la capacité que peuvent avoir aussi les ingénieurs à régler les motos au poil par rapport à des grands prix où ils sont un peu plus en forme. J'en mets ma main coupée que ça joue aussi sur pas mal de choses. Alors, on va parler de Pedro Acosta, parce que Pedro Acosta, il a encore fait podium en course sprint. Et on en parlait là juste avant le début de l'émission. Michel, tu n'étais pas trop d'accord avec moi. Moi, je trouve qu'Acosta, j'ai l'impression qu'il arrive pas un plafond de verre, mais en tout cas, il plafonne, pour moi, en Grand Prix. J'ai l'impression qu'en Grand Prix, pendant les courses longues, j'ai l'impression qu'il ne va pas y arriver. Alors, je sais que tu n'es pas forcément d'accord avec moi, mais autant en sprint, ça passe, autant sur le Grand Prix, il part très bien, et à chaque fois c'est le même scénario, il part bien, et derrière il n'est pas au podium, il n'est pas sur le podium, et encore une fois c'est un autre pilote qui signe sa première victoire, alors que lui il attend toujours, quoi. Oui, enfin tu n'oublies pas qu'il a une KTM. il a ni Ducati ni Aprilia, donc comparé, il a une moto qui est en retrait des deux autres marques européennes. Donc, en tout cas, c'est le seul qui arrive à faire. C'est clairement le leader chez KTM aujourd'hui, et c'est le seul qui arrive à se mettre en évidence. Parce que si on parle, alors bon, Viñales c'est plus là, il est blessé. Bastianini, il a complètement perdu confiance, même si il a fait une belle remontée. Il a fait une belle remontée hier, puisqu'il était 20e sur la grille et qui termine 9e. Mais bon, sinon, c'est des résultats blancs, des chutes. Donc, lui, il a perdu totalement le peu de confiance qu'il avait acquis sur le début de la deuxième partie de championnat. Quant à Binder, je ne sais même pas, il est où, Binder? Il termine devant Bastianini hier, mais en sprint, il était un peu à la ramasse même. Binder, il a marqué 126 points cette année. Voilà. 126 points, et Marquez, elle a marqué 545, donc voilà, et Acosta 233, c'est-à-dire qu'Acosta a quand même le double de points de son coéquipier. Donc on va pas, je suis pas un fan d'Acosta, tu sais, mais là en l'occurrence, je pense que sans lui, il n'y a plus de KTM, quoi. Non, après c'est ça, quoi, c'est cette difficulté. On l'attend, parce que c'est une difficulté de gestion des pneus, c'est une difficulté d'une moto qui est compliquée à piloter, et voilà, qui a du mal à finir les courses, quoi. C'est clair. Mais alors après, est-ce que c'est la faute d'Acosta qui sait pas la piloter? À ce moment-là, il faudrait mettre Marquez sur la moto, quoi. La solution Marquez, à tous vos mots. Thomas, tu voulais rajouter quelque chose, non, sur le sujet KTM, ou ça te semble Non, après,
après, ce qui est dommage aujourd'hui dans ce projet KTM, c'est qu'il manque à l'appel Vignales là depuis quelques courses. Et Vignales était quand même sur une belle progression avant qu'il se blesse, et c'est dommage de ne pas l'avoir sur des circuits sur lesquels il était plutôt bon, notamment en Indonésie où il s'était battu pour la victoire il y a 2 ans, ou en Australie où il avait déjà gagné. Et je pense que ça aurait pu aider en tout cas KTM dans cette voilà, à être un peu mieux. Et c'est vrai que je regrette juste que Vignales soit pas là. Après, le boulot d'Espargaro est très bon, bien évidemment, c'est pas ça que je veux dire, mais Vignales était sur une pente ascendante avant de se blesser. Voilà. Ok. Comment dire, Pedrosa, il est toujours dans le projet, hein, il est toujours pilote de développement et pilote de test, hein, on est bien d'accord là-dessus aussi. Bien sûr. D'accord. Oui. Ok. Non, je crois que Paul, on lui a reproposé 2 ans de plus, je crois là. D'accord. Ok. Bon. Affaire à suivre donc, en espérant, on verra ce que ça va donner en Malaisie. Messieurs, on va passer au chapitre de nos pilotes français. Alors, comme tu le disais, Michel, c'est vrai que plus on part loin sur la grille et moins on a de chances de briller. Fabio, il nous a encore sorti une performance XXL samedi avec sa qualif d'outre-tombe, hein, parce que il est 10e à 1 minute de la fin, et dans le dernier tour, il fait, sous le drapeau à damier, il fait une pole avec évidemment le nouveau record du circuit. Et puis, alors, pour la sprint, je crois que c'est le message qu'il a donné, c'est qu'il s'est fait un petit peu embrouiller la tête par son équipe et ils ont changé de pneus au dernier moment et c'est un mauvais choix de pneus pour la sprint. C'est ce qu'il a expliqué, comme je te vois hocher de la tête, mais c'est ce qu'il a donné comme raison. Il a dit mauvais choix de pneus. Oui, mais il s'est pas fait embrouiller par son équipe. Il a dit qu'il a plaidé coupable. Il n'a pas écouté son équipe. Tout le monde lui a dit de partir avec le pneu dur. Il a dit qu'il voulait partir avec le médium. Ils ont été 4 à prendre le médium et 4, ça l'a pas fait. Donc voilà, il n'a pas voulu prendre le dur. Non, il n'a pas voulu prendre le dur à l'avant parce qu'il n'avait pas suffisamment essayé pendant les essais et parce qu'il avait eu de bonnes sensations avec le matin. Le problème, c'est qu'il faisait plus chaud l'après-midi. Donc il a ruiné. Je pense qu'avec voilà, en partant avec le dur à l'avant, il aurait certainement pu faire un podium en sprint. Parce que le lendemain, une fois qu'il a mis le médium à l'arrière, par contre, la moto, toujours plus de grippe et voilà, ça a dégringolé dans le classement, quoi. Voilà, ouais, d'accord. Autant pour moi, parce que moi, d'après les explications, j'avais compris que c'était son équipe qui lui avait demandé de changer de pneus et que finalement, il avait opté pour ce que l'équipe lui avait demandé et qu'en fait, il avait fait cette erreur. Voilà. Donc, le contexte est rétabli. Et puis, donc, comme tu l'as dit, le dimanche, encore une fois, bon départ et puis après une lente dégringolade et il finit 12e, c'est ça, ouais. Non, 11e, pardon. 11e, Fabio Quartararo. C'est compliqué, hein, Thomas, hein. Oui, c'est compliqué. Après, si vous aimez les chiffres, je vais vous retrouver un chiffre. Non, mais un pilote qui fait la pole position et qui termine aussi loin, c'était Marco Bezzecchi en Thaïlande en 2022. Donc voilà, c'était sous la pluie en plus de ça. Donc sinon, il faut remonter au Grand Prix de Saint-Marin juste avant. Donc ouais, c'est dommage parce que en début de saison, il disait qu'il avait une moto plus complète, c'est-à-dire qui était capable, alors pas plus complète, mais en tout cas par rapport à la saison passée, qui était capable de faire un bon tour et du coup de mieux se qualifier sans pour autant sacrifier trop le rythme de course. Et en fait, il s'avère que depuis le début de la saison, c'est bien sûr, c'est vrai, mais par contre le rythme de course est un peu plus sacrifié, ou en tout cas il peine davantage à concrétiser en course, malheureusement. Il y a d'autres échos, Michel, sur son retour de Fabio. En fait, d'après ce que j'ai vu, il disait que finalement, il n'y avait rien de positif qui ressortait de ce week-end d'Australie. C'est à peu près ce que tu as entendu, lui, de sa part dans ses débriefs, non ? Il y avait de la déception, de la frustration sur les mêmes éléments, de la fatigue. Voilà. Enfin, je suis content qu'il me tarde de rentrer chez moi, quoi. Tant que la saison se termine et que voilà, il dit que c'est l'enchaînement des courses, il est épuisant. Alors quand tu as des résultats, c'est forcément pas la même que quand t'es en galère tous les week-ends. Donc là, c'est vrai qu'il y a la satisfaction de cette pole, un super chrono, un record de la piste. Voilà, malheureusement, dès qu'il faut rouler avec un pneu plus dur derrière, il y a la moto, il n'y a pas de grip. C'était le cas. Miller s'est plaint de la même chose. Donc obligé de garder de la vitesse, de prendre des risques à l'entrée de virage pour garder l'élan pour sortir parce qu'il n'y a pas de grip. Et bon, c'est comme ça qu'il aurait tombé, dans l'avant.
voilà, c'est complexité d'arriver. Voilà, Bartoli est persuadé que voilà, le V4 va vraiment les aider à passer un cap avec cette problématique de gestion des pneus. Maintenant, dans un an, il y aura plus de Michelin, il y aura des Pirelli qui auront des caractéristiques différentes. C'est vrai que depuis qu'il y a Michelin, la Yamaha n'a jamais réussi à faire fonctionner le pneu arrière Michelin. Donc c'est un truc assez improbable, mais pourtant le fond du problème, il est là. Hein. Ouais. Après, comment on peut dire, petite note quand même pour Alex Rins, quand même, qui termine premier pilote Yamaha en 7e position, qui a fait quand même une bonne course sur 7e. Bon, il faut rappeler qu'il a déjà gagné sur ce tracé et que c'est un circuit qu'il aime plutôt bien, mais voilà, cette Yamaha. Ouais, il avait fait une belle course en Indonésie aussi. Ouais, tout à fait. Donc, Rins, ils étaient partis avec le pneu soft à l'arrière. C'est pour ça qu'en fin de course en Indonésie, il avait rétrogradé Rins, parce qu'à un moment, il était 2. Hein, il se battait, carrément. Mais là, effectivement, en plus, voilà, comme il disait, il a réussi à parfaitement gérer cette course. Il partait 11e sur la grille, je crois, et bon, il termine 7. Bon, c'est plutôt un bon résultat pour Rins. Bon, voilà, c'est puis même place, bien sûr. On peut souligner aussi la belle perf de Miller en qualif, hein, parce que Miller, première ligne quand même. Tout à fait. Donc, tout à fait. À la maison. À la maison, oui, mais bon, il y a il y avait de la motivation quand même. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il y avait l'extra motivation de la maison, ça c'est clair. Mais en tout cas, c'est là où j'imagine que c'est hyper frustrant, c'est que tu sens qu'il y a quand même quelque chose à faire, mais qu'après ce potentiel, il disparaît complètement en fonction de la physionomie de la course, quoi. C'est ça qui est un peu surprenant, quoi. Enfin bon. C'est comme ça. On passe à Johan, messieurs. Johan, compliqué aussi ce week-end australien. Michel, tu as passé pas mal de temps avec lui, si on a bien scruté tes réseaux et tes petits posts. Il avait une moto différente et finalement, il a annoncé qu'il avait fait machine arrière et qu'il était revenu aux spécificités de sa moto d'il y a quelques courses. C'est ça, si j'ai bien compris ? Comme tous les autres pilotes Honda. Non, si. Non, mais en fait, il y a quand même eu un vrai souci de moteur chez Honda en Australie. Ils ont cassé, les deux officiels ont cassé 2 moteurs, donc visiblement, ils ont des problèmes de fiabilité sur le nouveau moteur. Ce nouveau moteur dont Johan bénéficiait d'un modèle et était censé récupérer le deuxième en Malaisie, donc ça ne va pas être le cas. Donc, on revient en arrière sur le plan des moteurs, le temps de trouver les problèmes qui entraînent ces casses. Et du coup, c'est pour ça que Marini disait on est obligé de travailler un peu différemment. Marini qui fait encore un super Grand Prix aussi. Hein, c'est fait partie de ces pilotes qui, en début d'année, on les imaginait déjà aller rouler en Superbike ou aller jouer au boule. Et finalement, c'est eux qui ont le vent en poupe. Et c'est marrant enfin, je ferme la parenthèse, mais c'est marrant comme les choses changent assez vite. Donc oui, Honda. On a l'impression que les 2 courbes de performance s'inversent entre Marini et Johan, quoi. Ouais, mais c'est ça. Johan a perdu confiance il est encore tombé 2 fois. Enfin voilà, il a le record de l'année. Ça va être pour lui au niveau des chutes, quoi. Alors que c'est un pilote qui tombait peu. Voilà, il le dit. Il a perdu confiance. Il n'arrive pas à faire. Il force avec cette moto. Il n'arrive pas à faire ce qu'il faisait en début d'année. Voilà, et donc c'est à lui de reconstruire. Et c'est vrai que là, le fait de travailler avec des motos différentes, là maintenant il va récupérer le même moteur, mais il y a quand même le châssis, enfin le bras oscillant qui est différent. Enfin bref, ils ont du mal à comprendre qu'est-ce qui change quoi, pourquoi le comportement de cette moto est vraiment aussi différent pour lui en termes de sensations. Voilà, tout ça c'est très fin. Hein, on voit bien avec Bagnaia il y a des choses qui sont on cherche des explications, mais même les pilotes et même les équipes techniques n'en ont pas, parce qu'on joue sur des sensations. Donc, les sensations, il n'y a pas d'appareil pour les mesurer, quoi. C'est bien le problème. Et ce qui fait aussi le charme de ce sport, d'ailleurs. Oui, c'est pas une science exacte, loin s'en faut. Non, mais c'est surtout, c'est pas simulable. C'est pas simulable sur des simulateurs, quoi. C'est ça, c'est pas comme la course auto. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui peut ne pas être quantifié, mesuré. En moto, c'est pas la même chose. Et puis il y avait aussi, Thomas, je pense que ça t'a pas échappé, il y avait un nouveau package aérodynamique, notamment chez Marini, avec un tête de fourche plus volumineux et plus
plus verticale, on va dire, pour justement, je pense, amener un peu plus d'appui sur ces grandes courbes à Phillip Island. Alors, est-ce que c'est une partie de l'explication de la performance de Marini comparativement à Rins ou pardon, à Mir ou Johan, mais en tout cas, la différence était flagrante. Oui, écoute, après, j'ai pas eu de retour sur ça, sur Marini, si ça a apporté quelque chose. Mais effectivement, j'ai vu ça. Ouais, faudra savoir. Je sais pas si Michel, t'as entendu quelque chose ou pas, mais effectivement, il y avait cette petite nouveauté. Alors, je sais pas si ça fait partie de leur package aéro qu'ils ont le droit d'homologuer sur la saison en ayant les concessions. Je sais pas. On verra en Malaisie s'ils le conservent, peut-être. Juste un truc, je voulais juste rebondir sur les chutes. Donc effectivement, ça fait 29 chutes pour Johan cette année. Mais surtout, à l'inverse, quand tu dis les courbes se croisent, c'est que Marini, c'est 0. C'est vraiment 0 chute depuis le début de la saison. C'est le seul, non, du plateau, non? Ouais, c'est le seul. Et bon, après, la seule chute qu'il a eue, malheureusement, c'est Suzuka, malheureusement, mais c'est pour dire quand même que même si la moto est difficile de trouver le bon feeling, que ça change un peu à chaque Grand Prix, ça reste quand même un des pilotes qui casse le moins, quoi. C'est d'ailleurs marrant d'avoir le pilote qui tombe le plus et celui qui tombe le moins avec la même moto. C'est ça. Non, c'est étonnant, c'est marrant. Enfin, c'est marrant, c'est pas marrant, mais sur les chiffres. Si, c'est surprenant, quoi. C'est diamétralement opposé et du coup, Johan, ça fait un petit moment là qu'il marque pas de points et finalement, doucement mais sûrement, il sort du top 10, puisque avec cette victoire, Raúl Fernandez, il lui est passé devant. Il est 11e désormais au championnat, Johan, avec 128 points. Je pense que Marini va pas tarder à le talonner, si c'est déjà fait, si ce n'est pas déjà fait, quoi. Marini, il a 120 points. Donc, donc il a 8 points. Ça joue à pas grand-chose, c'est sûr. Voilà, il a 8 points. Ok, messieurs. Je voudrais, pour terminer ce débrief, qu'on parle un petit peu Superbike et MotoGP, si vous me voyez venir, puisque au même moment que le Grand Prix d'Australie se tenait le dernier rendez-vous du championnat du monde Superbike, et que Toprak Razgatlioglu, faudra vous entraîner, messieurs, pour la saison prochaine, a décroché sa troisième couronne, non sans polémique, Thomas. Écoute, c'est sûr que dans tous les cas, avec ce qui s'est passé, donc Bulega a gagné la première course le samedi devant Toprak. Et donc il a privé Toprak du titre le samedi, parce qu'il pouvait être titré le samedi. Mais surtout le dimanche, dans tous les cas, il fallait que Nicolo gagne et que Toprak gagne les deux courses et que Toprak fasse des résultats. Voilà. Et donc il pouvait être titré encore une fois pendant la course Super Pole. Et effectivement, premier tour dans le virage qui précède la longue ligne droite du retour, là, comme on dit, il est passé à l'intérieur et il l'a poussé et il a chuté. Donc là. On a entendu des huées déjà pour Marc Marquez sur certains Grands Prix. Là, c'était quand même un autre niveau parce que tout le fan club de Toprak était là. Et je pense que Bulega a eu les oreilles qui sifflent, clairement. Mais j'ai même vu une vidéo où il y avait un des mécaniciens de Bulega qui a été calmé à un des supporters de Toprak. J'ai pas vu. Et apparemment, c'était chaud parce qu'il y a d'autres personnes de la Dorna qui sont venues pour le calmer. Ça a failli dégénérer. Mais bon, écoute, après, ça. Pour finir, donc il est titré. Bulega gagne la course 2. Toprak finit 3, mais c'est surtout le geste à la fin où tu as vraiment Nicolo Bulega qui a attendu Toprak dans le tour d'honneur pour vraiment le saluer, le serrer dans ses bras et lui dire j'imagine s'excuser pour ce qui s'est passé. Et puis donc c'est vraiment l'image qu'il faut retenir de ce truc. Bon, Michel, Toprak Razgatlioglu la saison prochaine, ça commence quasiment demain pour lui parce que a priori, il a reçu le feu vert. Enfin, c'est pas a priori, il a reçu le feu vert de BMW et il va participer début novembre. Alors, il y a une séance de test, on en a parlé en début d'émission. C'est à Aragon, j'ai pas les dates, mais du coup, Toprak y sera. Toi, comment tu le sens, Toprak, Michel, par rapport à cette prochaine saison? Vas-y. T'as pas l'air content, je te pose la question. Mon cousin El Turco. N'oublie pas que c'est le sang, c'est la famille. Non, je le sens. Écoute, je sais pas. Comment dire, c'est un pilote c'est un magicien en Superbike. Maintenant, comment il va s'adapter voilà. Qu'est-ce que va donner le V4 Yamaha aussi, puisqu'il va quand même rouler avec cette moto. Là, les tests qu'il va faire, c'est il va être avec Dovizioso sur donc un nouveau
V4 qui sera en Malaisie au Mont Fernandez, qui sera pas le même V4 qu'on a vu à Misano, mais c'est déjà un step au-dessus. À Valence, il y en aura un autre. Donc voilà, lui, il va découvrir avec cette moto qui a un total chantier. Donc c'est compliqué. C'est pareil, c'est une architecture moteur que personne connaît chez Yamaha. Donc je sais pas. Honnêtement, les pneus. Je pense qu'il il faut qu'il prenne cette année-là pour apprendre. En plus, il va découvrir le MotoGP avec des Michelin pour après repasser à des Pirelli qui sont des pneus qui, alors même si évidemment les Pirelli qu'on aura en MotoGP, c'est pas ceux du Superbike, mais enfin il y a toujours une philosophie dans les pneus, donc il aura peut-être plus de familiarité en 2027. Donc je pense qu'il faut qu'il prenne cette année 2026 pour découvrir les circuits qu'il connaît pas, les méthodes de travail, et pas qu'il se mette en tête de faire des exploits ou. Ouais. Je pense que s'il arrive avec l'intelligence et l'humilité de se dire voilà, parce qu'il va y avoir forcément de la médiatisation. On connaît sa popularité, donc les médias vont être sur lui parce que de toute façon l'année prochaine, sinon c'est le gros changement, c'est celui-ci, donc forcément ça va être l'attraction. Donc je pense que lui, il va falloir. Je le connais pas personnellement, donc je sais pas comment il compte appréhender cette année-là, mais je pense qu'il faut de l'humilité, travailler, apprendre, découvrir, et puis essayer d'être là pour faire des résultats en 2027. L'autre chose qui va changer beaucoup, c'est le fait qu'il ait pu accompagner par son chef mécano, la Phil Marron, qui l'accompagnera pas en MotoGP. Par contre, la rumeur du paddock Superbike, c'est que Phil Marron quitterait quand même le Superbike pour rejoindre Brad Binder la saison prochaine. Donc, du coup, son ancien chef mécano sera pas très très loin. Et, par contre, il sera encadré par Alberto Giribuola, qui a travaillé notamment avec Dovizioso ou avec Bastianini. Donc, il sera pas non plus laissé pour compte. Mais c'est vrai que Phil Marron, c'était cette confiance qu'ils ont depuis qu'il était chez Kawasaki, fait que c'est aussi ça qui marchait, parce qu'il faut rappeler que Toprak, c'était pas non plus le pilote le plus à l'aise à parler en anglais. Et quand on sait les feedbacks qu'il faut et la confiance qu'il faut pour pouvoir justement régler une moto, surtout en MotoGP, c'est dommage effectivement que ce ne soit pas le cas pour lui en MotoGP, mais Pavezio n'a pas voulu casser tout le projet Yamaha en prenant beaucoup de membres du staff de Toprak pour la saison prochaine. Alors, en même temps, il a pris Giribuola qui était chez KTM, hein. Donc, oui, non mais c'est sûr. Ça doit être pour d'autres raisons. Ouais, non, mais je pense qu'après, t'as intérêt à avoir un mec qui connaît MotoGP aussi, quoi. Ouais, tout à fait. Et puis surtout qui connaît un V4, tu vois, parce que typiquement Toprak n'a jamais roulé sur un V4 aussi, tu vois. Donc c'est aussi une philosophie différente, j'imagine. Ouais, et puis les méthodes, je pense que les méthodes de travail sont totalement différentes aussi, quoi. C'est sûr. Déjà, le format du week-end, hein, te dire, là, t'as. Après, lui, il sera rodé aux deux courses, ça ne va pas forcément le déranger. Parce que c'est pas ça, mais c'est le fait que. Un peu le format, mais là, oui, le vendredi, il faudra être performant, quoi. Exactement, parce que là, tu n'as plus le format à l'époque où tu avais SP1, Superpole 1, Superpole 2, où tu avais aussi Superpole encore plus vieux. Et là, tu as vraiment une séance de qualif de 20 minutes le samedi, t'es pas déterminé par Q1, Q2, et du coup, là, tu dois faire tes preuves le vendredi. C'est aussi ça qui va le changer pas mal sur un week-end, quoi. Justement, par rapport à ça, on sait un petit peu comment sont regardés les pilotes du Superbike, hein. Il va monter en MotoGP comme Bayliss avant lui, comme Scott Russell avant lui. Il y a eu Colin Edwards, il y a eu Ben Spies, Karl Crutchlow. Thomas, comme tu suis un petit peu plus le Superbike que Michel, toi, tu le situerais où par rapport à ces pilotes? Parce que si on regarde tous les pilotes du Superbike qui sont passés au MotoGP, Colin Edwards a une belle carrière, Crutchlow plutôt correct aussi. Finalement, il n'y a pas eu non plus de vraie validation entre le Superbike et le MotoGP. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, c'est sûr que si tu prends les chiffres, ça va pas avec lui. Clairement. Crutchlow a gagné les grands prix, hein. Oui, mais il a mis un certain temps. Il a mis un certain temps. Il a mis un certain temps. Là, je pense que la grosse capacité qu'a Toprak et qu'on oublie beaucoup, c'est qu'il a gagné sur 3 motos différentes en Superbike et qu'il a cette capacité de s'adapter.
Alors, je vais pas le comparer à Marquez, mais je pense que justement, il a cette capacité d'évoluer sur des motos qui sont totalement différentes et qu'il arrive totalement, enfin, à en faire des machines qui gagnent. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, c'est le seul qui faisait gagner la Yamaha il y a 2 ans, c'est le seul qui a fait gagner la BMW depuis le début qu'elle existe en Superbike. La Kawasaki, bon, on le savait qu'elle fonctionnait avec Jonathan Rea, mais c'est vrai que il est champion du monde, c'est le seul champion du monde sur plusieurs marques différentes. Jonathan Rea l'a pas fait, Bellis l'a pas fait, Fogarty l'a pas fait, ceux avant lui. Donc c'est ça aujourd'hui qui, je pense, pourrait faire en sorte que ça... Du crédit à son pédigré, on va dire. Non, même pas du crédit, juste le fait qu'il puisse s'en sortir peut-être un peu mieux, en tout cas, différemment de ce qu'on a vu par le passé. Et je te rappellerai que Mick Doohan a commencé sa carrière en Superbike, qui a gagné en Superbike et qui a fini champion du monde en 500. Oui, comme Wayne Rainey, comme Schwantz, mais ça c'était une autre époque, on va dire. Ouais, mais c'est vrai Superbike, le mondial Superbike. Non, Doohan, il n'a pas été champion du monde Superbike. Non, mais il a gagné en Superbike avant d'arriver en MotoGP, enfin en 500. Oui, tu veux dire pas le Superbike US d'où sont issus Rainey, Schwantz, etc. D'accord. Ok. Non, ouais, il avait fait, je crois qu'il avait fait une apparition à Phillip Island justement sur la Manche australienne. Exactement. Et au Japon, il avait gagné sur Yamaha à l'époque et qui après il est passé à Tsugo. C'est ça. À Tsugo. Bon bah Michel, on va te laisser aller te coucher. Non, peut-être pas quand même. Ouais, pas tout de suite. Pas tout de suite. Bon, bah en tout cas, merci de t'être rendu disponible. On se retrouve la semaine prochaine pour la Malaisie. Et ça sera la dernière ligne droite ensuite avec Portimao et Valence, pardon. Donc, merci Michel. Bon vol jusqu'en Malaisie. Puis on se retrouve lundi prochain. Même heure, même endroit. Merci Thomas. Et puis, bah, on vous remercie également de votre fidélité, de vos commentaires, des encouragements, etc. Ça nous fait bien plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, vous avez en haut à droite là, le petit QR code à scanner pour vous abonner facilement, on s'occupe de tout juste après. Donc encore une fois, merci beaucoup, bonne fin de soirée et on se retrouve donc la semaine prochaine pour le Grand Prix de Malaisie. Bonne fin de soirée à tous, merci, ciao ciao.